Donc, la petite vidéo sponsor sans Consulting, nous faisons chanter la donnée au service des entreprises avec des indicateurs simples et compréhensibles par tous. KPI Consulting est un cabinet de conseil en contrôle de gestion avec une approche innovante. Nous faisons de l'optimisation de la performance pour les PME, PMI avec des outils de business intelligence. Notre approche se décompose sur 3 axes. Tout d'abord, l'externalisation de la fonction contrôle de gestion. Ensuite, la formation aux outils de business intelligence, notamment Power BI. Enfin, la mise en place d'outils de pilotage sur Power BI, un outil de Microsoft de business intelligence. Les atouts de KPI, c'est tout d'abord l'hyper-expertise sur l'outil Power BI. J'ai l'honneur de faire partie des 11 MVP français sur la Data Platform. C'est aussi une équipe restreinte, connectée, toujours dans la bonne humeur, avec une vision 360 du métier. Enfin, et surtout, nous sommes en lien avec les opérationnels dans l'entreprise au quotidien. Bon, bah Eric, c'est à toi. Super, merci. Bonjour, bonjour à tous et toutes, et bien, bienvenue, hein, même si ça ne doit pas être la première fois qu'on vous le dit, mais bienvenue à cette 3e édition du Power, 365. Je vais le faire en anglais complètement, autour des technologies Microsoft et de la transformation digitale. Alors je suis très content, d'être ici, même si c'est à distance, hein. Je devais être sur place, mais j'ai eu quelques petits soucis, de cheville. Alors nous, on va pas parler technique, à cette session, mais on va plutôt parler d'un concept. Moi, je vais m'attarder sur un pan de la transformation digitale, vous en avez sûrement entendu parler, hein, les transformations d'entreprise, l'agilité et je vais y associer la culture d'entreprise. Puisque je me suis posé cette question, à force, au fur et à mesure de mes missions. Est-ce que finalement la culture d'entreprise est un frein ou un moteur à une transformation agile? Donc voilà, le titre, pour rappel. Je vais me présenter très rapidement. Eric Azoumé. Moi, je suis un coach agile, alors, pour le petit placement de produit, chez Sogeti, à Lille. Je suis facilitateur et passionné, en gros, par le changement, bien avant de devenir coach, hein, surtout, certains changements historiques à grandes échelles, qui sont alors pour le coup historiques, qui sont bien souvent imposés. Mais, j'aime bien essayer de décortiquer, essayer de comprendre, ce qui amène, une personne, une société, une entreprise à changer et pourquoi c'est plus ou moins facile ou difficile. Heu, je suis particulièrement fasciné par, une période du Japon, où, l'ère Meiji, où ils sont passés justement du système féodal à un système industriel bien plus tardivement que nous en Occident. Et avec mon j'étais anciennement développeur et quand j'ai découvert que je pouvais parler de changement et intervenir sur le changement, dans les entreprises, je me suis engouffré dans la brèche et c'est ce qui m'a fait, bifurquer petit à petit vers le rôle de Scrum Master, heu, puis, heu, puis de coach agile et organisationnel. Je vous ai pas mis mes titres et mes certifications, mais, je suis sur LinkedIn, hein. Et je pense que là, pour aujourd'hui, que je sois, certifié, tel ou tel framework, n'a pas vraiment d'importance par rapport à mon discours. Mais si ça vous intéresse, vous pourriez les trouver sur mon LinkedIn. Le petit partage des sponsors, hein, le petit détour, que je remercie, puisque forcément sans eux, hein, j'aurais pas eu ce petit créneau pour vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Donc, les sponsors coup de cœur et silver et les sponsors gold et j'en profite aussi pour remercier justement toutes les personnes derrière l'événement, hein, qui s'activent pour, que vous puissiez assister, à ces sessions et qui s'organisent déjà depuis pas mal de temps, pour vous préparer une journée riche, heu, intéressante et rythmée. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. En fait, cette petite conférence, elle est basée sur mes expériences, donc comme je disais, hein, dans mes missions.
pour initier et accompagner le changement. Et elle va se baser surtout sur ces 2 livres, alors qui ne sont pas des livres forcément très récents, mais qui ont été un très bon point de départ pour moi, essayer de comprendre, les liens qu'il pouvait y avoir entre la culture d'entreprise et l'agilité. Donc vous avez The Reengineering Alternative, de William E. Schneider qui vous décrit un peu un plan pour faire marcher votre culture d'entreprise. Il a une analyse assez intéressante dont je vais vous parler, aujourd'hui, sur les différents types de culture d'entreprise. Et il y a ensuite Kim S. Cameron, pardon, et Robert E. Quinn, qui eux ont fait, Diagnosing and Changing Organizational Culture. Et pour le coup, eux, ils sont vraiment plus dans les outils d'analyse, les outils, pratiques pour faire évoluer votre culture d'entreprise. Alors voilà les grands axes sur lesquels je vais axer ma présentation, hein. Déjà, on va parler de changement, c'est le point de départ, hein, même si je vous parle de culture d'entreprise, il y a quand même un lien avec le changement dans l'entreprise. Je vais ensuite vous parler de la culture d'entreprise, avec un point d'interrogation. Comment vous aider à identifier la culture dans votre entreprise? Et enfin, est-ce qu'une culture d'entreprise peut être changeante? Donc pour initier tout ça, le changement, et je vais vous donner un peu de contexte. Donc vous verrez, hein, à chaque grande partie, j'aime bien mettre une petite phrase, de quelqu'un, donc Héraclite d'Éphèse, hein, vous voyez par son nom qu'il n'est pas né dans les années 90, et donc il disait: «Rien n'est permanent sauf le changement». Et donc le changement, pour les entreprises, il est venu avec, la complexité, avec l'agilité. Et donc l'agilité, je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors il y a le chat, hein, je ne sais pas si, s'il y a des personnes qui sont novices ou qui découvrent, mais c'est vrai que je risque de parler de termes, d'agilité, et bon, ce sera peut-être pas évident pour tout le monde, mais n'hésitez pas, en tout cas, à me poser des questions, s'il y a besoin. Donc on entend beaucoup parler d'agilité dans les entreprises. Les entreprises font venir des consultants pour des raisons diverses. On entend souvent parler de réduire le time to market, hem, d'améliorer le lien entre, le commerce, le business et la technique. Donc il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons derrière ce besoin de changement, de transformation agile. Mais selon moi, il y en a une qui les gouverne un peu toutes. Heu C'est en fait l'idée de répondre à la complexité croissante du monde et des entreprises. Et donc, c'est vraiment cette notion de complexité, hein, qui est importante, c'est-à-dire la complexité, qu'est-ce que c'est? La complexité, c'est découvrir des informations ou des données rétrospectivement, en fait. Donc, le propre de la complexité, le propre d'un environnement complexe, c'est qu'on est obligé d'avancer pour mettre à jour des informations. Vous ne pouvez pas établir de plan de A à Z et être sûr à ce moment-là, sans vous lancer, que vous avez tout de suite pris la bonne décision. J'aime bien prendre un exemple, c'est l'exemple de la pelote de laine, hein. Vous avez face à vous une pelote de laine qui est complètement emmêlée. Ça peut être plus simple avec de les écouteurs de téléphone quand, on n'avait pas encore d'AirPods, mais, c'est tout emmêlé. Et si vous attendez d'avoir fait un plan complet pour savoir comment vous allez démêler une pelote de laine, si vous attendez d'avoir le plan complet pour vous lancer dans l'exécution de ce plan, il y a de fortes chances que vous ne vous lanciez jamais. Et ben, c'est exactement ça la complexité. La complexité, c'est on y va, on découvre, on ac on va acquérir de l'expérience, et en fonction de cette expérience, on va apprendre, on va s'ajuster, hem et on va émettre un plan d'action, mais petit bout par petit bout. Et alors, quelque chose qui est encore, entre guillemets, «pire» dans un environnement complexe, dans un domaine complexe, c'est quand on vous demande combien de temps ça va te prendre. Forcément, ça va être assez difficile. Si je vous demande combien de temps vous allez mettre pour démêler cette pelote de laine, il y a de fortes chances que vous me donniez une valeur, qui soit complètement erronée au final. Donc, à la rigueur, on va vous demander combien de temps ça va vous prendre pour défaire ce premier petit nœud que vous avez en face de vous, voilà. Et là, ce serait
un résultat, enfin en tout cas une évaluation plus réaliste. Donc cette complexité, c'est vraiment le cœur pour moi de l'agilité, et avec cette complexité vient forcément autre chose, c'est le droit à l'erreur. Donc vous verrez, on en reparlera avec les différents types de cultures, mais pour que des personnes puissent prendre des décisions dans un environnement complexe, il faut leur autoriser, il faut leur donner le droit à l'erreur, il faut les autoriser à se tromper, puisque justement, elles vont émettre une hypothèse, hein, de réalisation et elles vont la tester et voir si elles peuvent la vérifier très rapidement et s'adapter en conséquence. Alors, je mets une petite photo de Peter Drucker, hein, qui est un peu considéré comme le père du management moderne. C'est un consultant, autrichien naturalisé américain, hem et il a une phrase qui est assez parlante pour illustrer tout ça. Il a dit: «Nous sommes dans une de ces grandes périodes historiques qui se produisent tous les 200-300 ans, où les gens ne comprennent plus le monde», alors sous-entendu, «le monde de l'entreprise» entre guillemets, hein, et le passé ne suffit pas à expliquer le futur. Et donc voilà, le passé ne suffit pas à expliquer le futur, résume vraiment cette idée de complexité. Alors changer aussi, un peu plus de contexte, dans les années 1900, sur les 100 plus grandes entreprises mondiales qui ont été créées, début 1900 à peu près, heu, donc selon des chiffres que j'ai trouvés, heu, vérifiables, hein, d'ailleurs je crois que dans le livre justement de Cameron and Quinn, ils en parlent aussi. Heu, dans les années 2000, je ne sais pas si vous avez une petite idée de combien, il restait de ces grandes entreprises, mais en 100 ans, on a perdu 85 de ces entreprises leaders. Donc on avait sur une centaine d'années, ça reste quand même assez grand, c'est généralement plus qu'une vie humaine, vous avez 15 survivants. Par contre, si vous prenez les années 2000, sur les 500 plus grandes fortunes des années 2000, en 10 ans, il n'en restait que 270. Donc presque la moitié de ces grandes fortunes sont en 10 ans sont sorties en fait, du top 500. Hem Et donc on voit que ça s'accélère, hein, que ça s'est vraiment accéléré. On est passé d'une centaine d'années à une dizaine d'années et on est vraiment dans l'idée justement de ne pas rester figé et que ne pas rester figé dans ce que l'entreprise est presque une question de survie pour l'entreprise. Donc peut-être que certains connaissent, hein, le film Battle Royale, heu, mais heu, mais voilà. L'idée derrière, hein, c'est un film où, justement les personnes entre guillemets «s'entretuent» et il faut survivre par tous les moyens et donc comment changer en fait? Vers quoi aller pour rester plus compétitif, pour pouvoir rester tout simplement compétitif? Parce qu'en fait, dans ces 230 fortunes qui ont disparu en 10 ans, c'est pas qu'elles n'ont pas changé, c'est qu'en général, elles l'ont fait soit trop tardivement, donc il y a vraiment cette notion presque d'urgence du changement. Elles l'ont fait trop lentement ou alors elles l'ont tout simplement très mal fait. Et elles ont initié un changement, mais finalement, elles sont revenues à ce qu'elle faisait avant. Il y a un concept, hein, qui dit toujours plus de la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye de changer, mais on a toujours tendance à se rediriger vers ce qu'on faisait avant, même si à la base, on sait qu'on veut changer pour améliorer les choses. C'est un peu le propre, de l'être humain, hein. C'est dès qu'on change et qu'on voit qu'il y a des difficultés, qu'on voit que ça va pas forcément marcher, et ben, on va tout de suite essayer de se rattacher à ce qu'on connaissait avant, ce qu'on faisait avant, même si on sait qu'en fait, ce qu'on faisait avant, ça ne marchait déjà pas. Donc c'est un peu l'idée du toujours plus de la même chose, dans un courant de pensée qui s'appelle l'école de Palo Alto. Et en fait, plusieurs fois, dans mes interventions de coach, je me rends compte que vous avez plus ou moins de résistance au changement, mais que même si, en fait, toutes les planètes, même si les planètes semblent alignées, même si vous avez des équipes qui à première vue sont motivées, même si vous avez des managers ou une direction qui vous donne le feu vert pour mettre en place des choses, vous avancez et vous vous rendez compte, et je m'en suis rendu compte surtout, hein, que même avec les meilleures volontés, même derrière les mots, derrière les actions, on se retrouve confronté enfin je me retrouvais confronté parfois à des limites, qui me semblaient aller bien au-delà de l'agilité. C'est-à-dire que j'avais plus vraiment de réponse à donner à pourquoi certaines choses ne prenaient tout simplement pas. Pourquoi,
même si un salarié vous a dit: «L'agilité, c'est génial, on peut prendre nos propres engagements», pourquoi derrière c'était quand même dans la pratique difficile pour lui de le faire? Hem, Pourquoi il y avait une différence, voilà, entre le comportement de la personne et finalement, heu, ce qu'elle disait, ce qu'elle vous laissait croire? Pourquoi un salarié allait être plus impliqué, qu'un autre, dans les objectifs de la transformation? Et donc, c'est un peu tout ça qui m'a amené justement à cette idée de il y a encore quelque chose derrière, il y a encore quelque chose derrière l'agilité et cet état d'esprit agile, ces pratiques, ces frameworks que vous connaissez, hein, sûrement Scrum, Kanban, Safe, Spotify Less, voilà, j'en passe. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Ce dont je me suis aussi rendu compte, c'est que l'échec du changement pouvait être dévastateur, en fait, pour une entreprise. Hem, Là aussi, hein, c'est des données sur lesquelles, des données que j'ai trouvées dans le livre de Cameron Quinn, où ils reviennent sur le fait qu'en fait, CSC Index, hein, c'est une entreprise, qui dans les années 94 a essayé d'étudier la réorganisation des entreprises. Je ne parle pas de réorganisation agile, mais je parle de toute réorganisation possible. Et en fait, ils se sont rendus compte que plus de 3/4 des organisations qui avaient initié un changement, heu, n'avaient rien tiré comme bénéfice, quasiment rien tiré comme bénéfice de ce changement. Et en Europe, je crois que c'était, ils avaient audité à peu près 1 200 entreprises, hem et sur ces 1 200 entreprises, 75 pardon, 3/4 avaient justement dans leur programme, dans leur, planning, l'idée de se réorganiser, de changer, de se transformer et qu'en fait, ça n'avait rien apporté ou très peu de gains. Et ce qui ressort en fait, de leur livre, c'est que ça a des effets dévastateurs sur les salariés, puisque ça apporte de la frustration, ça va apporter du cynisme, de la perte de confiance et de la perte de motivation. Et ça, c'est des choses que j'ai pu vivre en fait, hein. Où, un jour, je suis arrivé dans une entreprise pour accompagner des équipes et parmi les équipes, il y avait des personnes qui étaient vraiment réticentes, qui ne voulaient pas changer. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, il y en a un qui m'a dit, mot pour mot: «C'est la troisième fois en 3 ans qu'on essaye de changer quelque chose et de fonctionner différemment». Les 2 premières fois, c'était pas de l'agilité, mais c'était voilà, ils s'étaient basés sur d'autres choses. Moi, j'y crois plus. L'agilité, c'est peut-être super, mais je pense qu'ici, c'est une perte de temps. Donc c'était vraiment là, pour le coup, je pouvais vraiment mettre un lien entre ce que cette personne m'a dit et ce que j'ai pu lire dans le livre de Cameron Quinn sur les conséquences, désastreuses d'une transformation, ratée ou qui n'apporte rien. Et potentiellement, ça peut même mettre l'entreprise dans une position pire que la position dans laquelle elle était avant d'initier ce changement. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse changement et maintenant on va passer sur la culture d'entreprise et son importance pour l'interrogation. Alors, j'ai mis cette phrase un peu de manière ironique, hein. La culture d'entreprise n'est en fait rien d'autre que la cristallisation de la bêtise d'un groupe de gens à un moment donné. Heu, je l'ai mise parce que en faisant un peu de recherche, je me rends compte qu'il y a des personnes pour qui la culture d'entreprise n'a aucun intérêt dans une entreprise. C'est pas la conviction que je me suis forgée, mais je vais essayer de vous exposer pourquoi. Donc déjà très rapidement, au-delà de la culture d'entreprise, la culture en général, la phrase qui a été trouvée sur le site de l'UNESCO et en fait j'ai mis en gras ce qui me semblait pouvoir être associé aussi à l'entreprise en elle-même. Au-delà des sociétés humaines, c'est les traits distinctifs, le matériel, l'intellectuel, affectif, les droits. Donc là, c'est pas forcément des droits fondamentaux, mais les droits que vous allez avoir en entreprise. Est-ce que vous allez avoir le «droit de faire» entre guillemets et ce qui va être mal vu, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Et hem et pour mettre un peu, appuyer sur l'importance de la culture en fait, hein, je reviens sur un exemple, c'était l'exemple de Ségolène Royal en 2007 qui était allée, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la muraille de Chine, en visite en Chine et qui était arrivée avec, un tailleur tout en blanc et en fait, pas de chance, en blanc, la couleur blanche en Chine, c'est synonyme de deuil. Donc
ça avait créé une certaine, incompréhension à l'époque. Donc c'était un peu un impair culturel, on va dire, et il y avait eu la même chose aussi avec Nicolas Sarkozy, face au roi du Maroc, puisqu'il y a quelque chose au Maroc dans la culture qui veut que si vous montrez entre guillemets «votre semelle de chaussure», si vous la mettez en direction de quelqu'un, c'est offensant. Et Nicolas Sarkozy s'était assis à côté du roi du Maroc, il avait croisé les jambes et il avait forcément croisé la jambe qui faisait que sa semelle se retrouvait en face dans le champ de vision du roi du Maroc. Et voilà, c'est des choses qui montrent qu'en fait, sans alignement quelque part dans la culture, ben, on va avoir des comportements différents et ça va peut-être amener des incompréhensions, qui vont pour le coup même être involontaires, mais qui peuvent avoir, qui pourraient potentiellement avoir des qui pourraient générer des dégâts. Pardon. Alors, on ne peut pas forcer, ces 2 phrases, hein, qu'on retrouve, dans les livres justement que j'ai ressortis des livres de Schneider et Cameron and Quinn. Hem, Schneider dit: «On ne peut pas forcer un programme, une stratégie ou un projet dans une organisation, à moins qu'il ne soit conforme à la culture de l'entreprise». Et pour Cameron et Quinn, on voit plus l'idée du changement en fait, hein. Les organisations échouent souvent dans leurs efforts de changement et d'amélioration, car elles négligent le changement de leur culture. Alors, qu'est-ce qu'une culture dans une entreprise? Comment vous pouvez identifier une culture? Une culture, elle va se décliner dans votre entreprise à travers ce qui a de la valeur. Elle va se décliner aussi à travers le style de leadership et de management dominant que vous avez dans l'entreprise, comment vous êtes dirigé ou comment vous êtes accompagné. Ça va être mis en avant aussi par votre manière de communiquer, heu, comment les gens se parlent, quel le vocabulaire qu'ils peuvent utiliser. Est-ce qu'ils sont proches, distants, le vouvoiement, le tutoiement par exemple? Même si bon, on a tous tendance au bout d'un moment à se tutoyer, mais heu, je dirais peut-être la facilité à passer du vouvoiement au tutoiement peut être un indicateur, et donner des indices sur la culture d'entreprise et la manière dont se matérialise le succès puisque, voilà, on est quand même derrière cette idée d'atteindre des objectifs, hein, dans l'entreprise et comment se matérialise le succès? Ben, ça peut être, tout simplement, féliciter les gens ou ne pas les féliciter est en lien avec la culture de l'entreprise. Et je vous invite des fois à être attentif à tout ça, pour essayer d'identifier un peu comment le groupe, la masse fonctionne dans votre entreprise et peut-être voir s'il y a des personnes qui sont un peu en décalage avec tout ça. Donc voilà, on pourrait résumer en fait, hein, la culture d'entreprise peut se définir par la manière dont nous faisons les choses dans l'entreprise pour réussir. Et une que j'aime particulièrement qui me permet d'insister sur un autre point, la culture d'une entreprise, ce ne sont pas des valeurs écrites sur une jolie plaquette, c'est la somme des comportements de tous ses employés. Hem et il y a un enseignant-chercheur, qui s'appelle Bernard Massira qui justement lui est un peu il a écrit un article qui s'appelle «Culture d'entreprise, l'échec d'un concept» et c'est intéressant à lire parce que c'est pas qu'il réfute le concept de culture d'entreprise, c'est que par ses expériences aussi, il se rend compte que souvent, il y a cet écart entre ce que l'entreprise met en avant, la manière dont elle est perçue à l'extérieur, ses valeurs, voilà, chez nous on est comme ça, on travaille comme ça, on fonctionne comme ça et finalement ce que, les employés, eux, vont expérimenter, vont vivre au quotidien. Et ce qui peut être aussi assez, dévastateur, hein, c'est justement qu'il y a un écart, c'est un peu la déception, on vous avait vendu ça et c'est un peu le sandwich, la photo du sandwich ou la photo du hamburger, avant que vous ayez le produit devant vous, qui est très déceptive. C'est un peu cette idée qu'il faut absolument essayer d'avoir un accord entre la culture qui est prônée et la culture qui est vraiment vécue par les salariés. Alors il y a des entreprises avec des cultures très fortes, hein, maintenant qui ont vraiment, cette image commerciale en lien avec la façon dont vous travaillez. Je pense que vous avez des voilà, c'est les entreprises qui marchent,
dans l'informatique aujourd'hui, dans l'automobile toujours, voilà. Les médias, des médias connus, hein, des services de médias, de streaming, qui sont ultra connus et ce sont des entreprises qui ont vraiment une très forte culture d'entreprise. Alors là, je vais plus rentrer dans le détail des billes, hein. Je vous disais, regardez comment sont les gens chez vous et essayez d'identifier quel type de culture, vous avez. Hem, Quel est le noyau dur de votre culture d'entreprise? L'idée, c'est de se dire, vous avez un noyau dur. Vous allez pouvoir peut-être avoir votre culture d'entreprise qui va emprunter à d'autres cultures sur certaines pratiques, sur certaines postures, sur certaines façons d'être, mais en général, vous avez quand même un noyau dur de culture dans votre entreprise. Et donc il y a cette phrase qui veut tout dire, hein, Culture Eats Strategy for Breakfast de Peter Drucker encore. Alors, il y a 4 types de core culture, donc, hein, les cultures, le noyau de la culture de votre entreprise pour 4 types d'institutions sociales. Donc je ne sais pas si vous avez une petite idée de ces types d'institutions sociales, hein, mais donc, en tout cas, c'est voilà les structures sociales, les interactions sociales, la façon dont elles se font. On a généralement 4 dans nos sociétés, institutions sociales, majeures. C'est, tout ce qui est relatif à la famille et au sport. On peut relier les 2. La façon dont les gens se comportent dans une équipe de sport ou la façon dont les gens se comportent, en famille, entre guillemets, quand tout va bien, peut être relié. Donc c'est la première institution. La deuxième, ce sera l'armée, le côté militaire des choses. La troisième, c'est les ordres religieux, heu, la façon pareil de se comporter, heu, d'échanger. Et la dernière, c'est les universités. Et donc qu'est-ce qu'on met en fait comme culture, comme noyau dur de culture derrière ces 4 institutions sociales? Et ben, on va retrouver pour la famille et le sport, ce qu'on appelle la collaboration culture, donc facile, hein, culture de la collaboration. Derrière l'armée, la contrôle culture, heu, que vous avez peut-être aussi déjà expérimenté en entreprise, hein, on en a souvent parlé, avec des phrases comme «La confiance n'exclut pas le contrôle», et ce genre de choses. Et notre société vient, d'une contrôle culture. Beaucoup d'entreprises, se sont bâties sur cette culture du contrôle et ont réussi. Donc, c'est pas une culture à blâmer, même si par défaut, on a tendance à dire que la contrôle culture est quelque chose de négatif ou de néfaste. Elle a fait ses preuves. Vous avez la culture de la compétence, en lien avec les universités. Et alors la cultivation culture, c'est un peu la plus dure à traduire, parce qu'on pourrait la traduire par la culture de culture, mais on va dire que c'est une culture où on fait vraiment attention à l'évolution des personnes, à comment elles se sentent et comment elles évoluent au sein de l'entreprise. Et donc ces 4 cultures, ces 4 noyaux durs s'organisent autour de 2 axes. Vous allez avoir d'un côté pour la collaboration et la cultivation, les gens, les personnes, et vous allez plus mettre en avant pour la compétence et le contrôle l'entreprise. Vos décisions vont être plus axées sur les bénéfices qu'on peut apporter à l'entreprise, là où en collaboration et cultivation, vous êtes plus axé sur les bénéfices que ça peut apporter aux gens et on considère que indirectement, ça apportera forcément des bénéfices à l'entreprise. Et le deuxième axe, c'est la réalité et les possibilités. Donc on retrouve un peu comme dans l'agilité, hein, cette idée. Je vous parlais de complexité, d'hypothèse. On est clairement dans les possibilités, c'est-à-dire qu'on va prendre des décisions basées sur le futur, sur ce qu'on pense pouvoir apporter. Là où pour le contrôle et la collaboration, on est beaucoup plus à regarder ce qu'on a déjà fait, qui a marché, pour essayer de le copier et de le reproduire. Et donc quand je vous disais, ben voilà, contrôle, collaboration, les entreprises automobiles, pendant très longtemps, elles ont fait des voitures et elles n'avaient pas forcément besoin d'autre chose qu'une culture du contrôle parce que, elles savaient ce qui marchait, elles pouvaient se baser sur ce qui marchait et continuer à «produire» entre guillemets le même produit, qui allait trouver, quelque part le succès. Ça a un peu changé maintenant pour les voitures et potentiellement vous avez des micro-cultures au sein, puisque vous avez maintenant beaucoup d'innovation, beaucoup d'électronique, d'informatique embarquée dans les voitures. Donc
vous pourriez avoir comme par exemple Airbus, qui fait des avions, hein. On fait des avions, depuis, pas mal d'années de la même façon, mais pour autant, au niveau de tout ce qui est, informatique, de tout ce qui est électronique, vous allez plus avoir une culture, de la compétence qu'une culture du contrôle. Donc un ensemble de peut-être de micro-cultures au sein de l'entreprise. Donc la culture du contrôle, c'est une culture d'après-guerre, c'est ce que je disais, hein, on en vient, c'était un peu après, il fallait reconstruire les choses, donc il fallait diriger les personnes. C'est une culture où vous avez peu de concurrence, en général, vous êtes un peu le roi, il y a la phrase, hein: «The only game in town». C'est une culture très hiérarchisée, qui est basée sur, les récompenses et les «punitions» entre guillemets, hein, chercher le coupable. Pourquoi ça n'a pas marché? On cherche le coupable, et c'est d'ailleurs une culture, où la hiérarchie était souvent visible. Alors je dis «était» parce que on en voit de moins en moins, les entreprises changent, mais mais par exemple cette idée de, vous voyez une personne et vous savez dire si elle a un niveau plus hiérarchique qu'une autre dans l'entreprise ou par la taille de son bureau, par les cartes de visite. Il y avait cette notion de carte de visite. Quand vous avez une carte de visite, c'était que vous montiez dans l'entreprise. Donc c'est vraiment cette idée de hiérarchie qui est très importante et on fait confiance aux leaders, au management. On se dit: «C'est eux qui savent ce qui est mieux pour l'entreprise, c'est eux qui vont décider, qui vont prendre les décisions avec autorité» et pareil, ça, c'était possible. Il y a pas mal d'années maintenant dans l'IT, quand vous avez une équipe qui travaille sur, qui a plusieurs domaines de compétences, plusieurs expertises, c'est quasiment impossible que vous ayez un manager qui soit capable de vous dire quoi faire sur tous vos domaines de responsabilité. Et donc, on ne peut plus considérer ce management très hiérarchisé comme avant avec des managers donneurs d'ordre, puisqu'ils savent moins bien que vous, enfin ils savent moins bien que ceux qui font, heu, comment le faire. C'était des cultures où les individualités étaient fortement noyées dans le groupe, en général, et où on avait beaucoup de forcément avec cette hiérarchisation, beaucoup de communication verticale, ce qui pouvait être aussi, un frein à la bonne communication, justement, puisque vous passiez par des intermédiaires pour arriver, petit à petit, faire remonter l'information ou la faire descendre. C'était une culture de spécialistes, dans le sens où voilà, c'était vraiment vous aviez un domaine d'expertise, vous connaissiez sur le bout des doigts votre rôle, votre métier. En général, quand vous saviez faire quelque chose, on vous mettait dans la case: «Vous faites ça» et vous le faisiez toujours et quand vous partiez, en général, c'était avec la connaissance de tout ce que vous aviez pu faire dans l'entreprise et donc la phrase, hein, qui va illustrer, cette, pardon, j'ai des petits ralentissements de PC. Qui va illustrer, le mieux cette culture, c'est, «We succeed by getting and keeping control». Donc voilà, pour résumer, hein, sécurité, contrôle, standardisation, pouvoir, prédictibilité, hiérarchie, ordre, process et stabilité. Ensuite, la culture de la collaboration, ce que vous allez y retrouver et donc là, j'ai mis en gras ce qui se rapproche vraiment le plus de l'agilité, c'est un esprit d'équipe, hein. N'oubliez pas, on est dans la famille et les équipes sportives. Donc c'est, le développement et la bonne utilisation un peu des compétences de chacun pour le bien de l'équipe. Vous allez être attentif aux relations entre les personnes, donc des relations saines, et c'est ce que les gens dans ce type de culture vont rechercher en fait, hein, un peu la culture du «nous». C'est on faciliter à demander de l'aide, faciliter à s'entraider, une hiérarchie plus accessible. Ensuite, une culture où il y a beaucoup de synergie, vous pouvez compter sur les compétences des autres, vous pouvez les utiliser. C'est vraiment, on est plus que la somme de nos individualités, si je pourrais dire et en général, c'est une culture dans lequel, le départ d'une personne laisse un vide. Ensuite, vous avez l'égalité, la confiance et la démocratie. Donc pareil, hein, on parle souvent d'équipe agile où, on a un but commun, on a un objectif commun et ce que chacun sait faire au sein de l'équipe doit permettre d'atteindre ce but commun. On s'organise comme on veut et donc il y a vraiment cette notion d'égalité, on est tous là pour tendre vers un même objectif. Vous avez ensuite l'individu qui est considéré dans l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise, mais l'individu va passer avant. Vous avez l'idée que
il y a de la multicompétence, on est vraiment en opposition avec l'expertise, hein. On va vraiment, privilégier ce que chacun peut amener, pour faire fonctionner l'équipe. Vous avez aussi cette idée d'immédiateté, hein, en lien avec l'agilité et d'incrément. Donc, on est vraiment dans la collaboration pour s'adapter au mieux, et prendre des décisions de manière incrémentale avec nos clients. Et les clients doivent être conscients de ça, c'est-à-dire que c'est souvent des cultures où les clients ont besoin, eux, d'immédiateté, de voir les choses très rapidement, pour pouvoir, faire des retours. Donc voilà, l'idée derrière, la culture de la collaboration, en fait, c'est qu'on ne peut pas résoudre finalement un problème tout seul. Et c'est le type de culture qu'on devrait retrouver dans les hôpitaux logiquement, ou dans les organisations humanitaires, par exemple. Parce qu'il y a vraiment cette idée «We succeed by working together with the team spirit». Alors ensuite, la culture de la compétence. Hem, Là, c'est donc relié vraiment à l'apprentissage, la culture, devenir les meilleurs, comment s'améliorer tout le temps. C'est ce qui nous vient des universités, hein, ce que je disais, c'est les universités quelque part, c'est là où on forme les futurs experts, et il y a une certaine idée du progrès et du progrès de la connaissance. Donc, on va mettre en avant vraiment les compétences, intellectuelles, les aptitudes techniques. On a une idée de il y a une motivation d'accomplissement, en fait, chez les personnes qui s'y retrouvent dans ce type de culture. Donc, c'est-à-dire motivation d'accomplissement, c'est, se fixer des buts réalistes, vraiment travailler en engageant sa responsabilité personnelle. Hem, on s'implique un peu corps et âme, heu, pour, heu, pour avancer et on va presque faire passer l'entreprise, l'employé va presque faire passer l'entreprise en retrait. Tant que lui, il s'y retrouve et tant que lui, il peut entre guillemets, «continuer à devenir meilleur», ça va lui aller. Il y a vraiment donc être le meilleur, essayer de faire mieux que les autres, essayer de se surpasser constamment, et c'est souvent des entreprises en fait où on accorde de l'importance à la performance et à l'innovation. Hem Et j'étais tombé sur une question RH d'un géant des télécoms américains, en fait. Il y avait une des questions, qui était posée en entretien, c'était, «Que diriez-vous pour convaincre vos collègues que votre métier est plus important et nécessaire à l'entreprise que le leur?» Donc déjà, dès l'embauche, il y avait cette notion de soyez meilleurs que les autres et apportez le plus possible à l'entreprise. Donc fortement lié à l'innovation, hein, entreprise de recherche et développement. C'est une culture qui est génératrice de nouveautés, d'évolution. On y retrouve souvent des entreprises, qui ont révolutionné des secteurs. Ce même géant des télécoms là, américain, c'est eux qui ont par exemple créé le transistor. J'avais regardé, il y avait 2 des scientifiques qui avaient, eu un prix Nobel, pour avoir découvert quelque part la preuve du Big Bang. Donc c'est vraiment, fortement lié à l'innovation et hem et j'étais tombé sur une autre entreprise qui s'appelle Cray Research, donc qui est un fabricant de superordinateurs et c'était assez marrant parce qu'ils disaient ils investissaient 21 000 $ par salarié en innovation tous les ans. Donc c'est énorme, c'est 4 fois plus, qu'IBM ou Apple à la même époque, au début des années 2000. Donc c'est vraiment une idée de repousser les limites, de faire mieux. Donc c'est forcément une culture, comme je disais, où on a des experts. Il y a beaucoup généralement d'ego. En tout cas, on veut montrer ce qu'on sait faire. C'est une culture de l'empirisme et de l'expérimentation. Alors l'empirisme, hein, fortement lié à l'agilité, hein, le fait lié à la complexité, hein, le fait qu'on n'a pas toutes les informations pour prendre les meilleures décisions tout de suite et qu'il faut se lancer. Sauf que la culture de la compétence, il y a pas cette notion de délai court comme l'agilité où on veut vérifier une hypothèse, de manière, dans un délai de temps dans un laps de temps très court. Là, on est vraiment sur quelque chose où, on a une hypothèse, on veut la vérifier et tant pis le temps que ça prendra. Une hypothèse est un problème et ce problème, il faut qu'on le résolve et hem et par exemple, il y a des entreprises comme Intel qui ont vraiment une forte culture de la compétence et eux, ils ont une phrase qui dit, «Chez nous, on met les problèmes sur un piédestal». Donc il y a vraiment cette idée qu'on aime attaquer les choses,
dans le doute, avec du scepticisme, mais on va tout faire et on va être pragmatique pour arriver à la meilleure solution possible pour nos clients, pour nos utilisateurs. Une entreprise de vision et de communication, en général, vous avez souvent un leader inspirant derrière les entreprises qui ont cette culture, hein. C'est des personnes qui vont mettre leur énergie à convaincre que que leur entreprise, que leurs idées, que leurs produits sont les meilleurs. Souvent des visionnaires qui créent de nouveaux produits et de nouvelles opportunités. Donc voilà, c'est cette idée autour de la vision en fait, et on y est moins attentif à la structure et à la hiérarchie. C'est-à-dire que, on a un objectif, on a notre problème à résoudre et ben, en général, s'il faut qu'on se réorganise pour ça et ben, réorganisons-nous et réassignons, les rôles de chacun, mais il faut absolument qu'on arrive à résoudre notre problème. Donc we succeed by pursuing excellency. Et je vois je vois qu'on a le temps passe, on a commencé un peu en retard, je ne sais pas combien de temps il me reste, un peu petit quart d'heure. La dernière, la cultivation culture. Donc là, issu de la religion, culture de croyance, on pourrait dire. Donc on a des valeurs, du sens, une éthique. C'est vraiment ce qui va animer les personnes qui vont travailler pour cette entreprise. Vous allez donner plus, vous allez mettre du sens derrière le produit que vous faites, et c'est plus ce sens qui va animer les gens que le produit en lui-même. C'est un peu, le produit devient le prolongement d'un but en fait. Et ça va susciter un engagement fort, des salariés qui vont croire en ce qu'ils font. Vous avez de la confiance, énormément de confiance dans l'intention et le jugement. Vous faites plus confiance à ça en fait qu'aux normes et aux process. L'idée c'est de vraiment créer, les conditions pour que les employés puissent grandir, se développer et tirer le meilleur d'eux-mêmes en fait, extraire le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu comme la culture de la compétence, où on cherche à explorer des possibilités, à les vérifier, mais là on va plus le faire au niveau des individus qu'au niveau des problèmes qu'on souhaite résoudre. Donc c'est une culture où on est très attentif à l'individu, où il y a beaucoup de 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 bouche à oreille. C'est souvent c'est des entreprises où les employés eux-mêmes sont moteurs du recrutement. Par contre, pour le coup, si vous êtes en décalage avec la vision et avec ses valeurs et ce que prône l'entreprise, il y a souvent, c'est difficile en fait, pour vous d'intégrer cette entreprise. On est tourné, dans cette entreprise vers, l'optimisme, le bien-être des gens. C'est des entreprises où il est facile d'exposer ses idées individuelles, de travailler en groupe, de prendre des décisions. Heu, donc il y a généralement la hiérarchie est peu marquée, contrairement à la culture du contrôle. On a confiance vraiment dans ce que chacun fait. C'est la culture d'adaptation au changement aussi, donc là, on est en plein dans l'agilité, hein. C'est celle qui appréhende le mieux les changements internes, pour s'adapter aux circonstances externes justement. Changer, apprendre, se développer. Heu, on va être plus adapté dans cette culture à l'imprévu que dans toutes les autres, dans les 3 autres. Vous avez l'autonomie et l'engagement. Donc culture, c'est un peu la culture de la responsabilisation. Pareil, très en lien avec l'agilité, où on cherche l'autonomie des équipes, et l'engagement des équipes justement. Donc, pour pouvoir explorer, découvrir, expérimenter. On va y prendre souvent des risques, mais des risques calculés, hein, et vous retrouvez aussi avec l'agilité cette idée de période courte pour vérifier nos hypothèses, pour justement calculer nos risques et les minimiser au maximum. C'est une culture où vous allez prendre des initiatives. Si vous êtes en attente généralement qu'on vous donne du travail, c'est pas le genre de culture où vous allez vous sentir à l'aise. Hem, c'est une culture du servant leadership et du charisme. Hem, c'est des leaders en fait, les leaders, c'est un peu les catalyseurs dans ces entreprises, hein, qui ont une vision très, très claire. Ils vont s'engager à créer les conditions du succès, heu et ils sont persuadés qu'en fait la confiance est vraiment le ciment des relations, donc que il faut que les gens se parlent, il faut que les gens échangent pour faire sortir les meilleures idées. C'était un peu Apple dans les premières années, heu, bien avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, où l'ambition par exemple d'Apple au démarrage, c'était pas de faire des ordinateurs ou de faire des produits,
qui vont plaire entre guillemets. Le premier but de Steve Jobs, c'était d'amener les ordinateurs dans les foyers des Américains, parce que c'était jusqu'alors réservé quand même aux entreprises, hein, les super ordinateurs. Et il était persuadé qu'il lui fallait des managers inspirants et convaincus, et pas des surveillants pour animer ses équipes. Donc il avait vraiment une vision heu, d'un nouveau, d'un nouveau besoin à développer et à évangéliser. Donc we succeed by providing conditions allowing people to grow through our vision. Donc là, on est vraiment dans la cultivation culture. Donc but, croyance, adaptation, évolution, engagement, inspiration et créativité. Et donc voilà, un peu pour vous résumer ce tableau. Ce que je voulais ajouter, c'est que donc on parle de core culture. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux cultures qui sont en général antagonistes, c'est celles que vous retrouvez de part et d'autre des deux axes. En général, si vous êtes dans votre noyau est plus sur la culture la culture, la cultivation culture, vous allez avoir peu de liens avec la contrôle culture ou peu de choses dans votre entreprise qui vont se rattacher à la contrôle culture. Par contre, vous allez emprunter parfois des choses à la culture de la compétence ou à la culture de la collaboration. Et, et c'est pareil pour la collaboration et la compétence, ils s'opposent complètement. Mais si vous êtes dans la compétence, il y a des chances que vous ayez des parties de votre culture qui lorgnent vers la culture du contrôle et d'autres qui vont aller vers la culture de la cultivation culture. Et pour prendre un exemple, par exemple, je me rends compte que beaucoup d'entreprises, alors je parlais d'un framework qui s'appelle SAFE, et en général, j'arrive dans des missions où on a un passé de culture du contrôle et on veut mettre en place SAFE parce que le framework est quand même très vaste et c'est un framework qui est dit lui-même, qui est censé s'appliquer à des grandes entreprises où il y a ce besoin de structure, de hiérarchie, mais en même temps en essayant de ramener l'entreprise à quelque chose un peu plus «start-up» entre guillemets, c'est-à-dire la vitesse et l'adaptation. Et donc c'est trouver un mix des 2 et c'est rassurant de se dire qu'on a quand même toujours une partie qui est liée à ce qu'on est maintenant et qu'on va essayer de bifurquer vers quelque chose d'autre. On ne change pas du tout au tout. Et et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi ce framework est un des plus utilisés, dans l'agilité, dans l'agilité à l'échelle, en tout cas dans le monde, c'est parce qu'il permet d'amener cette transition. Mais je me dis qu'il faut justement être vraiment attentif parce qu'on pourrait se dire: «Ben, si on se base sur ce cadran, on est dans la culture du contrôle, on va aller emprunter à la culture de la collaboration et de la compétence, mais petit à petit, il va falloir que notre noyau, on arrive à le faire passer soit du contrôle à la collaboration, soit du contrôle à la compétence, pour pourquoi pas encore le faire passer ensuite de la compétence à la cultivation, pardon, à la cultivation culture. Et inversement, la cultivation culture, pour moi, ça s'apparenterait plus au modèle Spotify. Donc vraiment cette idée de faire grandir les personnes dans l'entreprise et donc les 2 sont un peu en opposition. Alors une culture changeante, je vais le passer très rapidement pour conclure. C'était ce que je venais de vous dire, le contrôle, le marché, le clan et l'adocratie. C'est d'autres noms, mais qui se superposent avec le cadran du précédent. Et l'idée, c'est que c'est ça qui vous permet de faire passer d'une culture à l'autre. Et je voulais juste vous donner l'exemple de, d'Apple, qui a, au fur et à mesure du temps, changé sa culture d'entreprise pour s'adapter à aux besoins changeants, en fait, aux besoins du marché et aux besoins de ses produits. Et il est 11h36 et donc il est plus que l'heure. Je termine. L'agilité se construit par la compétence, la collaboration et l'amélioration. Donc on retrouve un peu les 3 cultures, qui ne sont pas celles du contrôle, Elle est aussi importante, la culture d'entreprise, importante que complexe à mettre en place. Les individus font la culture de l'entreprise autant que l'inverse. L'entreprise doit permettre à ceux qui la composent de l'incarner, d'incarner cette culture, d'incarner les normes, les pratiques qui mènent au succès.